plaisir de recevoir David, fondateur de Hakuna Matata. Donc David, tu vas nous expliquer, bonjour, tu vas nous expliquer ce qu'est Hakuna Matata. Hakuna Matata, c'est une agence de communication oui. qui est spécialisée en ce qu'on appelle aujourd'hui la gastronomie, mais en fait, c'est jamais que des aliments autour d'une table préparés avec des gens, la convivialité. Et donc, c'est vrai que toutes mes activités sont un peu liées à ça, liées aussi à des rêves d'enfants que j'essaye de faire vivre aux gens, que ce soit Dinner in the Sky où on emmène les gens dans le ciel pour manger autour d'un chef étoilé la plupart du temps, ou le petit dernier qu'on a lancé il y a 15 jours, qui est Gaufres and Waffles, qui sont des gaufres de Bruxelles revisités avec Yves Matagne, avec à nouveau cette convivialité, du sucre on mange avec les doigts et de la bonne humeur. C'est régressif et de la bonne humeur, bien sûr. Mais donc, si tu me parlais juste avant, David, donc vraiment on pourrait dire que toi, ce qui te drive, je dirais, tes deux centres d'intérêt, c'est vraiment l'enfance, les rêves d'enfant et la nourriture, c'est ça? Oui, et donc, comment est-ce que tu as pu chaque fois combiner les deux, en fait? C'est un peu, à un moment donné, je pense que son chemin, on le trace, et donc c'est une décision. Il y a une douzaine d'années, quand je me suis séparé de mon associé de l'époque, en toute amitié, Pierre Chaudoir, j'ai décidé de recentrer l'agence sur ma passion, parce que je ne pense pas qu'il y ait tellement de différence, et je ne pense même pas que ce soit bon qu'il y ait tellement de différence entre la vie privée et la vie professionnelle, que ce soit au niveau des valeurs ou même au niveau de ses intérêts. On est tellement plus fort dans la vie professionnelle quand on a des intérêts communs avec sa vie privée. Et qu'on est aligné avec les choses qui nous font vibrer voilà, aussi. L'un enrichit l'autre, et puis ça fonctionne bien comme ça. Et donc à l'époque, j'ai décidé de recentrer tout sur la gastronomie. J'ai remercié les clients qui n'étaient pas dans ce domaine-là, et on s'est recentré là-dessus. Et donc voilà. Et puis il y a une notion qu'on perd un petit peu de nos jours, qui est cette notion d'expertise. Et il y a une notion d'expertise, c'est le temps. Et il faut du temps pour pouvoir être expert, pour pouvoir être bon dans son domaine. Les choses ne viennent pas comme ça. Et donc, avec une vision étant un peu quand même focus sur un domaine, mais les choses se font, les choses viennent. Alors il y a bien sûr les choses conscientes, et puis il y a toutes les choses inconscientes qui sont liées à simplement quand on regarde dans une direction, les choses viennent. Alors on ne sait pas toujours expliquer pourquoi, mais les choses viennent. Si on se disperse dans tous les sens, les choses ne viennent pas parce que ça part dans tous les sens. Oui, je pense qu'il y a deux choses. Il y a le fait aussi qu'à un certain moment, les clients commencent à te connaître pour ça aussi. Tu deviens un peu une niche ou une expertise. Et puis après, je pense aussi que quand tu es toi aligné, tu disais, je suis assez d'accord avec toi, la séparation entre vie privée et vie professionnelle, quand on est indépendant, c'est vrai que quelque part, tu pars généralement d'une passion, de quelque chose qui t'anime, tu le disais très bien toi-même. Et donc, c'est logique que ça se retrouve dans des choses qui t'animent toi et avec lesquelles tu résonnes en fait. Je veux dire, si tu n'avais pas eu d'attrait ou je dirais même d'amour pour la nourriture, tu n'aurais pas fait ce que tu fais aujourd'hui. Non, tout à fait. Tu te serais et alors, c'est vrai qu'on parle beaucoup de nourriture, de gastronomie, etc., etc. C'est pas ça qui m'anime. Ce qui m'anime, c'est ce que ça génère, c'est la convivialité qui est autour de la table. C'est plus la table. D'ailleurs, on le voit avec Dinner in the Sky, mais pareil avec la gaufre, on a fait un comptoir, cette notion de comptoir. Si je devais ouvrir un hôtel, ce ne serait pas un hôtel, ce serait plutôt une auberge. C'est des choses. Et toute cette convivialité, le fait qu'on se retrouve, le fait d'abord qu'on prépare, le fait qu'on pense aux gens qu'on va inviter à la maison, qu'on essaie de leur faire plaisir, ça c'est mon gros drive en fait, en filigrane de tout. C'est devenir un peu expert dans l'art de savoir faire plaisir, trouver les idées pour faire plaisir aux gens. Et c'est vrai qu'à travers la nourriture, à travers la table, c'est fantastique. Maintenant, je devrais ouvrir un restaurant. Pourtant, je viens d'ouvrir un. Je dis souvent à Nathalie, ma femme, que je devrais ouvrir un restaurant. Je préférerais ouvrir un hôtel. Parce que je trouve qu'un hôtel, on a beaucoup plus le temps de faire plaisir, de connaître, etc. Avec beaucoup plus de petites attentions aussi. Oui. Et il y a un type en Angleterre qui était propriétaire d'une île, et de laquelle il avait 3-4 maisons qu'il louait pour des vacanciers. Et en fait, son principe à lui, que j'adore, qui peut paraître élitiste, mais que j'adore, c'était qu'il fallait lui écrire et il fallait lui donner ses motivations pour lesquelles on a envie d'aller dans son île. Et il se réservait le droit de t'inviter ou pas, mais du coup, tu étais vraiment ses hôtes. Et donc, tu avais ta maison, il y avait même des chevaux qui étaient mis dans la maison, etc. Et sur la semaine, il t'invitait une fois à la maison pour manger chez lui, mais aussi pendant tout le séjour, il y avait plein d'attentions et des choses qu'il proposait pour faire en sorte que ton séjour se super. Et cette notion d'hôte, c'est un peu disparu. Le fait d'être un hôte, c'est d'être invité. Qu'on paye pas, c'est pas ça. À un moment donné, si on fait ce métier d'hôtelier
ou même de restaurateur, Oui. c'est pour faire plaisir, c'est du service. Oui. On est dans des métiers de service, on n'est pas dans des métiers où on photographie l'assiette, machin. Bien sûr. L'assiette doit être bonne, c'est de la base. Oui. Mais avant tout, c'est pas l'expérience, mais le moment qu'on va passer, Oui. ce moment de convivialité. Ce que tu fais vivre aux gens aussi. Ce qu'on fait vivre aux gens. Mais je pense que Dinner in the Sky, c'est une belle illustration. Moi, j'ai l'impression que c'est une expérience que les gens viennent vivre. Oui, alors on le traduit comme une expérience, et effectivement, c'est le mot qui est utilisé aujourd'hui, mais c'est surtout un moment de partage avec un chef, un moment même de communication, parce que nulle part dans les restaurants, on a l'occasion d'avoir un chef aussi proche. Il est aussi proche que toi et moi. Oui, et il cuisine devant toi, tu peux discuter avec lui, tu peux lui dire un mot pendant une heure et demie, tu es dans un petit nid là-haut, il n'y a rien qui le perturbe, et voilà, c'est pas juste le chef qui vient de serrer la main en fin de repas en disant tiens, vous avez bien mangé et puis c'est tout. Oui, et puis j'imagine aussi que par rapport aux gens, il y a combien de personnes dans Dinner in the Sky, il y a 22 personnes autour de la table. Donc tu as aussi quelque part une opportunité de discuter avec les gens. Oui, mais c'est assez centrifuge, hein, donc c'est assez concentré sur la personnalité du chef. D'accord, ok. Tu as déjà commencé à répondre en partie à la question de l'amour dans le business. Je pense qu'il y a l'aspect convivialité que tu viens d'expliquer, qu'on voit vraiment qu'elle t'anime quand tu la racontes. Est-ce que tu vois d'autres facettes de comment tu déclines l'amour dans ton propre business? Mais quand tu m'as proposé l'interview, la première chose qui m'est venue en tête, moi, c'est plus au niveau des valeurs. C'est certainement la fidélité. Okay. Alors c'est étonnant, ça me donne un peu une notion un peu chrétienne du truc, mais développe et puis on verra. Mais c'est vrai que dans le business, alors peut-être plus que dans l'amour, même si pour moi dans le privé c'est important aussi, mais dans le business c'est fondamental parce que c'est comme ça que tu construis, c'est comme ça que tu arrives. Quand on a une petite équipe comme ici, avec relativement peu de monde, mais je pense que même avec beaucoup d'employés, c'est dans la longueur que ça devient intéressant et performant pour l'entreprise. C'est quand il y a des réflexes qui sont mis en place, que les gens avec qui tu travailles savent comment tu vas penser, peuvent anticiper tes besoins, peuvent te proposer des choses. Et donc, moi, ça fait 15 ans qu'Hakuna Matata existe. Isabelle est là depuis 14 ans. C'est toi qui l'as fondé, on est bien d'accord. Oui, c'est moi qui l'ai fondé. La plupart des gens avec qui on travaille, que ce soit des photographes, que ce soit des traiteurs, que ce soit même la femme de ménage, ils sont là depuis le début. Et ils savent, c'est des gens sur qui tu peux compter, du coup. Et en fait, être entrepreneur, tu as juste une idée que tu portes. Si tu n'as pas toute l'équipe, si tu n'as pas tous les autres qui sont là pour la réaliser, t'es rien, t'es nulle part. Et donc, si tu as des gens qui partent tous les 6 mois, tous les 3 mois, qu'à chaque fois il faut former ou qui sont là, etc., ça ne marche pas. Donc, effectivement, à nouveau des notions très catholiques, mais fidélité, respect de tes employés. Mais respect, c'est pas seulement les respecter comme ça, c'est évidemment bien les payer, mais c'est aussi bien les informer. Aujourd'hui, dans la plupart des sociétés, on ne t'informe pas, on te met là à un bureau, on te dit voilà, et on te donne du boulot. Tu sais même pas pour qui tu travailles, tu sais pas pourquoi tu travailles, tu sais plus rien, tu es juste là. Souvent, il n'y a plus d'histoire parce que les anciens sont partis, il n'y a plus d'archives, il n'y a plus de personne qui a du temps à te consacrer pour te former, pour t'informer de ce qui se passe parce que tout le monde est mis sous pression. Donc c'est ça aussi le respect. Le respect, c'est de bien briefer les gens, c'est de leur dire exactement, de leur faire part de ta vision. Et donc à nouveau, si tu es entouré de collaborateurs qui sont là depuis longtemps, mais ces gens, ils ont intégré les valeurs de la société, ce que tu fais, comment tu veux le faire, etc. Et donc c'est fondamental. Et donc quelque part, moi, effectivement, dans le privé, c'est la même chose. Je suis avec Nathalie depuis 35 ans. Que ce soit les amis, que ce soit les gens qui travaillent à la maison pour le privé, alors il y a des gens, le jardinier, le machin, etc. Tout ça, ce sont des gens avec qui on est depuis le début. Notre guide de haute montagne, on fait beaucoup de montagnes, ça fait 20 ans que c'est le même, et quel que soit le pays où on va, on le fait venir. Alors les copains disent, oui, mais pourquoi tu viens, ça coûte cher de le faire venir. Mais ils sont cons, quoi. Je veux dire, le fait de le faire venir, d'abord, Fred, le guide, il sait qui on est, donc il est en confiance, on gagne déjà 2 jours le temps qu'il déteste. Nous, on est en confiance par rapport à lui. Il sait ce que vous aimez aussi, le type de rando. Alors, le problème de la fidélité ou du respect, c'est qu'aujourd'hui, tout est jugé à l'aune de l'argent. Donc, il faut que ça coûte pas cher, on coupe dans les prix. C'est complètement débile. C'est pas l'argent qui est le bon curseur. Le bon curseur, c'est ce que tu vas obtenir des gens, ce que tu vas réussir à créer, et c'est ce que tu vas réussir à ressentir. La synergie, moi j'entends fort quand tu parles quand même, mais dis-moi si ça te parle, mais ce côté de synergie, de communauté, d'avoir vraiment des gens autour de toi. Et alors j'avais un mot qui me venait, toi tu me disais, tiens, quand je t'ai proposé l'interview, tu as eu le mot fidélité, moi j'ai le mot pérennité aussi qui me vient. Oui, pérennité, alors pérennité dans le sens aussi
quelque part, tu as une responsabilité. Quand tu montes une entreprise, tu as une responsabilité par rapport aux gens que tu engages. Bien sûr. Et qui dit responsabilité aussi, dit à nouveau, comme dans le privé, que tu es là pour les porter et pour les rendre meilleurs. Je veux dire, quand je vois certains pères de famille qui enfoncent leurs filles, je en parle parce que j'ai 3 filles, qui à tous les coups les cassent comme ça, c'est débile. Oui. On est là pour les porter, nos enfants. Alors évidemment, qu'ils font des conneries et tout. Mais si à chaque fois qu'ils font une connerie, tu t'amuses à leur mettre la tête dans l'eau, ça ne fonctionne pas. Donc on porte. Pareil pour les entreprises. Là, on vient d'ouvrir Gaufres & Waffles. On a engagé Ali, qui est un réfugié irakien qu'on a découvert lors du Refugee Food Festival. C'est vrai qu'il n'est pas tout à fait au point pour l'instant, mais à nous, et c'est ce que je dis, notre responsabilité, c'est de le mettre à niveau et de le porter. Et voilà, si c'est chaque fois, bon, allez, hop, on vit, on en prend un autre, et puis on en prend un autre. Non, regarde les valeurs de la personne. Si les valeurs sont bonnes, si le fond est bon, à nous la responsabilité de l'emmener. Et donc, c'est aussi, quelque part, de l'amour au sens large. Mais oui, tout à fait. De penser loin, de penser responsable, de penser comme ça. Et tiens, moi, il y a un aspect, donc tu as parlé vraiment de tes rêves d'enfant, de ce qui t'avait animé, tu as parlé vraiment de ton équipe, de la fidélité. Du coup, il y a un aspect, moi, qui me vient, et par rapport à tes clients, du coup. Comment tu situes tout ça? Hakuna Matata a 15 ans. Ouais. On a comme client principal San Pellegrino depuis 15 ans. D'accord, ouais, donc c'est exactement la même chose. Depuis 15 ans. Ouais. Et c'est vrai que San Pellegrino est ravi parce qu'ils ont la même équipe depuis 15 ans, c'est stable. Oui. Ils ont accès directement à Isabelle ou à moi. Il n'y a pas toute une pléiade de gens qui changent tout le temps, des stagiaires, etc. Et donc à nouveau c'est cette espèce de pérennité, d'histoire, de mémoire aussi. Par rapport à San Pellegrino où il y a eu pour l'instant, je crois, depuis qu'on est là, 4 directeurs généraux, 6 directeurs marketing et 8 brand managers, on est devenu une espèce de mémoire. J'espère qu'on n'est pas des brontoseurs. C'est toujours le danger. Il faut rester sur la balle. Oui, bien sûr. Mais c'est dans la longueur que tu construis, évidemment. Alors c'est vrai que dans le monde d'aujourd'hui, on passe son temps à essayer de réduire cet espace-temps et de faire plus court et de faire machin. Mais c'est pas bien. Il faut donner du temps et c'est sur la longueur que ça joue. Ce que j'aime beaucoup dans ce que tu dis, c'est un peu, je trouve que tout ce qui traverse, tout ce que tu viens de m'expliquer, après tu me dis si ça résonne pour toi ou pas, je trouve que c'est le lien et la relation en fait. Que ça soit avec ta femme dont tu parlais depuis 35 ans, que ça soit avec tes collaborateurs, que ça soit avec tes clients, j'ai l'impression que on pourrait dire même la valeur relation, le lien est quelque chose de vachement important pour toi. C'est fondamental. C'est pour tout le monde, hein. Je suis d'accord avec toi. Mais... Sinon quoi? Alors déjà que ce soit à nouveau au niveau privé ou professionnel, il y a cette notion de partage. Tu te fais chier si tu ne partages pas, excusez-moi. Je suis d'accord avec toi. Mais ça ne va pas. Si tous les bons moments que tu traverses ou que tu essayes de générer dans ta vie privée ou professionnelle, si tu ne peux pas les partager avec tes équipes ou avec ta famille ou avec tes amis, ça sert à quoi? Ça sert juste à rien. C'est pas dans l'accumulation qu'on est heureux, hein. C'est dans le partage. Hein. Et dans la qualité, j'ai l'impression que la qualité de relation est importante pour bien toi. Sûr. Bien sûr que la qualité. Mais quelque part, ça va de soi. Oui. Ça va de soi. Mais cette notion de partage qui n'est pas si évidente. Hein. Les gens sont de moins en moins partageurs, sont de plus en plus égoïstes. Moi, ici, aujourd'hui, et puis le reste... Oui, on parlait justement au début aussi, tu sais, l'histoire des réseaux sociaux. Les gens sont aussi de plus en plus face à leur téléphone avec eux-mêmes. Donc, fatalement, tu es aussi bon pour moi dans le partage. T'es beau. Alors oui. Enfin, t'es dans une forme de partage, mais dans une forme de partage virtuel. C'est étonnant. Alors c'est vrai qu'on les critique beaucoup, ces réseaux sociaux. Maintenant, il n'y a pas à les critiquer ou pas, ils sont là, Exactement. etc. Mais ce qui est sûr, c'est que quand je vois mes 3 filles, c'est que c'est un outil de communication extraordinaire et tu as l'impression qu'on n'a jamais aussi pu communiquer quelque part. Je suis d'accord. Donc c'est assez étonnant. Oui, c'est assez étonnant. Je les vois, elles communiquent beaucoup et quand je leur demande des nouvelles de leurs copines, de leurs amis, même des proches, oh non, ça fait longtemps que je n'ai plus vu. Ah oui, non, j'ai pas de nouvelles, etc. Et donc il y a une espèce on communique, mais on communique dans une espèce de grand vide comme ça, de grand miroir où on se regarde dedans en fait, et où en fait il n'y a pas vraiment mais bon. De réel partage. C'est là, autant essayer de les utiliser, d'utiliser au mieux, et de toute façon on va pas refaire la route dans l'autre sens. On reviendra par l'arrière, ça c'est sûr.
Donc en fait, j'étais en train de me dire, tiens, par rapport à l'amour dans le business, moi je dirais, mais après tu me corriges ou tu complètes, j'ai l'impression que c'est vraiment différentes valeurs en fait. Tu as décliné ça sous différentes valeurs. Donc moi j'ai entendu la convivialité, j'ai entendu la fidélité, j'ai entendu le partage, le lien ou la relation, on appelle ça comme on veut, le respect. Est-ce que tu vois encore autre chose dans la... Alors, comment l'amour se décline dans ton business. Mais à nouveau, lié, si je suis avec Nathalie depuis 35 ans et si ça fonctionne, c'est pas gagné. Hein. Papa me disait à l'époque, au tout début, il disait, tu sais David, un couple c'est 50% d'amour, 50% de travail, de volonté. Et plus ça va, plus la proportion... Plus tu vas avoir besoin de c'est volonté. La volonté. Mais quelque part, c'est juste avoir, comme dans une entreprise, avoir cette volonté ou cette motivation de toujours surprendre, de toujours essayer de trouver des idées. C'est pas d'aller plus loin, je veux dire souvent aller plus loin, plus haut, c'est pas ça, mais de toujours renouveler, de toujours essayer de faire en sorte qu'il y a de la fraîcheur, qu'il y a des nouvelles idées qui arrivent, etc. Pareil dans le couple. Mais d'entretenir le lien. S'il y a tellement de couples qui à un moment donné commencent à tomber à volo, qu'on commence à regarder à l'extérieur pour voir si c'est pas plus chouette à l'extérieur qu'à l'intérieur. Mais oui, mais c'est parce qu'il manque un peu d'oxygène, il manque un peu de fraîcheur là-dedans. Et c'est pareil pour une entreprise. Une entreprise, c'est exactement la même chose. Alors, en plus, dans des métiers créatifs comme Hakuna Matata, etc., où c'est des métiers d'idées, il faut entretenir la possibilité qu'il y ait des accidents. Parce qu'une idée, c'est quoi? C'est deux mondes qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre, qui tout à coup se télescopent et il y a une idée qui en sort. C'est pour ça, entre autres, je te disais en début d'interview, que j'ai balancé mon iPhone et que maintenant, parce que tu es obligé dans nos métiers, et je pense que c'est la même chose à nouveau dans le couple, d'être une éponge et d'être capable d'assimiler plein de choses, même des choses qui n'ont rien à voir avec toi, d'être capable de lire un Flair ou un Femme d'aujourd'hui pour regarder. Parce que peut-être que dedans, à un moment donné, il y a quelque chose qui va résonner. C'est même pas que l'idée dedans, c'est que tout à coup, ça va faire résonner un truc que tu as en tête par rapport à quelque chose. Et le problème de l'iPhone, en tout cas mon problème, ma gestion de l'iPhone, c'était que j'étais focus dedans comme un hamster dans sa roue et que quelque part, je regardais plus autour. Et il faut pouvoir regarder autour. C'est parce que tu as ces éléments que tout à coup, tu as l'idée d'organiser des dîners avec des chefs et puis tout à coup, tu vois une attraction, de mettre les gens avec une grue et tu te dis, tiens, dans le fond, pourquoi pas? Et tout à coup, il y a quelque chose d'intéressant qui se passe. Et donc, c'est vraiment important. C'est vraiment important. Après, tu peux rajouter aussi des notions d'écoute, parce que c'est lié à ça. Les idées, c'est aussi l'écoute, mais dans le couple, c'est pareil. Si tu n'écoutes pas ton conjoint, ça ne fonctionne pas. Non, c'est ma femme, j'avais un vertige dingue, elle a commencé à faire de l'escalade. Et bon, j'aurais pu rester à me dire, ouais, non, moi j'ai le vertige, moi je ne fais pas d'escalade, etc. Et tu as créé des dynamiques d'escalade. Elle aurait été faire de l'escalade avec des copains, avec des amis, puis après elle aurait voulu partir en voyage, faire de l'escalade quelque part, et j'aurais été out. Et puis à un moment donné, peut-être qu'elle aurait été séduite par quelqu'un et que notre couple aurait été par terre. Non, tu es à l'écoute et tu te dis, tiens, mais voilà, j'y vais aussi. Et puis voilà, le vertige est passé. Tant mieux. Bravo. T'as vu l'amour. Oui, c'est beau l'amour. Hein. Mais ce que je trouve assez génial, en fait, c'est que j'ai même pas besoin de te poser la question. Tu viens de me faire le lien avec l'amour amoureux, mais tout seul. Quoi. Moi, j'adore ça. Et donc, justement, mais non, mais c'est génial les parallèles que tu as fait. J'avais juste peut-être envie de compléter par rapport à l'amour amoureux. Donc, tu as parlé de Nathalie, avec qui tu es depuis 35 ans. Est-ce que tu as l'impression que ça a eu une influence par rapport à Hakuna? Est-ce que ça t'a porté? Est-ce qu'elle a parfois contribué? Tu parlais des idées. Est-ce qu'elle a parfois contribué, parfois peut-être de manière inconsciente ou non volontaire, à certaines choses dans ton entreprise? Ou c'est des choses que vous scindez assez fort? Non, on en parle et fondamentalement, de toute façon, déjà à la base, tout est un équilibre. Si tu es bien dans ta vie privée, si tu es bien dans ta peau, quelque part, ça influe évidemment sur ton business. Si ça ne va pas à la maison, si ça va pas bien aller toi, et tu ne vas pas être très performant. Et donc, effectivement, je pense que l'homme n'est pas fait pour vivre seul et que le fait d'être amoureux d'une femme, d'un homme, peu importe, le fait d'être bien, le fait de pouvoir partager à nouveau, le fait d'être content de rentrer à la maison, le fait d'être content d'arriver tout ça est lié. Dans le boulot, le nombre de personnes que j'ai rencontrées qui n'avaient pas envie de rentrer à la maison et qui voulaient aller prendre un dernier verre au café, puis un dernier verre, puis un dernier verre, qui n'avaient pas envie, etc. Ok, mais non, au final, tu ne peux pas être heureux avec ça non plus. C'est que si tu n'as pas envie de rentrer à la maison, c'est qu'il y a un problème. Et voilà, et tu ne peux pas non plus être performant au boulot en restant 12 heures, 14 heures d'affilée au boulot. Je veux dire, il faut avoir des activités ressources. Et s'il y a bien une activité ressource, la plus importante parmi tout, c'est ta vie privée. C'est la première. Tout à fait. C'est la première.
J'aime bien comme tu fais vraiment des ponts. Enfin, je trouve que tu illustres à merveille ce que tu avais dit tout à l'heure sur le fait que, ce que tu as dit en début d'interview, il n'y a pas vraiment pour toi de séparation entre ta vie privée et ta vie professionnelle. Non. Je trouve ça, mais ça se ressent dans tout. En fait, en tout cas, au niveau de tes valeurs, c'est clair que les deux sont vraiment très liés. Effectivement, c'est au niveau des valeurs, parce que la plupart du temps, les gens ils disent ouais, moi, ma vie privée, ma vie professionnelle complètement. Oui. Mais le but n'est pas de parler de sa vie privée tout le temps à la maison, c'est pas ça. Ça on s'en fiche. De sa vie professionnelle. De ta vie professionnelle, tu peux en parler un petit peu, mais c'est pas ça l'intérêt. L'intérêt, c'est de partager les mêmes valeurs et d'avoir cette et aussi peut-être au niveau de tes intérêts, de pouvoir utiliser tes intérêts. Alors, évidemment, j'ai un métier, la communication, la gastronomie, etc., qui s'y prête mieux. Enfin bon, c'est pas pour rien non plus que j'ai choisi ça. On est bien d'accord. À un moment donné, on peut aussi choisir sa voie et sa trace. Exactement. Alors effectivement, si on se retrouve dans une vie professionnelle où on n'est pas heureux, mon seul conseil, c'est change. Les gens disent, mais comme une vie de couple, en fait, ça rejoint un peu ce que tu disais il y a 2 minutes. Les gens disent oui, c'est facile, et comment tu fais pour vivre, etc. Ok, non, ça c'est des autres problèmes. Oui. Mais si tu n'es pas heureux dans ta vie professionnelle, tu ne vas pas te foutre en l'air, tu vas foutre la santé en l'air, tu vas foutre ton couple en l'air, tu vas tout mettre en l'air. Donc à un moment donné, ça ne va pas. Fais en sorte de pouvoir évoluer, de pouvoir changer de chemin et de pouvoir faire en sorte qu'à un moment donné, moi avant la Kunmatata, j'étais en agence, j'étais plus heureux, après 13 ans ou 14 ans d'agence, j'étais plus heureux, et voilà, je me suis mis en tête, et petit à petit les choses se sont faites, et j'ai réussi à repartir sur un autre chemin et à créer l'agence avec mes propres valeurs. Parce que s'il y a une valeur au-dessus de tout, dis-moi, laquelle ? De tout, on va le savoir. C'est la liberté. Ah, et c'est la liberté. Évidemment, je te comprends à 150%. Évidemment, c'est la liberté. Si dans le boulot, tu n'es pas libre à un moment donné et que tu es coincé par tes banquiers, par tes actionnaires, par tes employés, et que tu vas bosser en te disant putain, mais comment je vais faire pour payer tout ça à la fin du mois, et que tes seules angoisses, c'est ça, et que tu es coincé, par un gros client qui te bouffe tout, et tu sais très bien qu'il il génère du stress négatif, que c'est un poison pour toi, et que tu es coincé, ça ne va pas. Donc, avant tout, garder sa capacité, sa liberté, sa capacité. Évidemment qu'on a du stress, évidemment tout, mais garder sa capacité de dire non, garder sa capacité de pouvoir... Oui, c'est une belle forme de liberté. Mais oui, c'est de la liberté. Exactement. Et si tu n'as pas ça en sous-jacent à ce que tu fais, je veux dire, c'est facile tout le discours que j'ai eu avant. Si tu es coincé, tu as beau dire oui, mais moi... Oui, tu peux venir avec tes belles valeurs, mais si... Rien à voir. Donc moi, c'est ce que je dis à mes filles tout le temps, cultivez votre capacité, votre liberté. Je veux dire, c'est encore une des choses qu'on a dans ce monde qui nous appartient, qu'on peut pas nous prendre. On a cette liberté, à nous d'en faire. Après, on peut les s'enfermer dans un petit coin, dans un cul-de-sac. Mais réussir à garder cette liberté, c'est fondamental. De nouveau, tu es en train de me faire une super transition vers la dernière partie de l'interview, qui est vraiment l'amour de soi. Tiens, justement, puisqu'on est en train de parler de la liberté, qui est, je t'avoue, quelque chose qui résonne très très fort chez moi. Quel lien tu ferais avec l'amour de soi et la liberté ? Je pense que tu en as déjà fait. Entre la liberté et l'amour de soi... Oui, je ne sais pas si les deux, moi ça ne résonne pas nécessairement. Enfin, si évidemment que le fait d'être libre fait que je me regarde dans la glace plus facilement parce que je peux décider on ne m'impose rien et je peux décider en fonction de mes vraies valeurs. Et du coup, quand je me regarde dans la glace, je me dis pas putain, c'est dégueulasse ce que tu as fait là ou c'est dégueulasse ce que tu es en train de faire, etc. Donc quelque part, oui. Mais l'amour de soi, c'est autre chose. Hein. L'amour de soi, je ne sais même pas d'ailleurs si, malgré toutes les belles paroles que j'ai, si je suis tellement confiant en moi ou amoureux de moi, machin. Pas sûr. En plus, comme je dis souvent, tes moteurs sont tes failles. Et si tu n'as pas de failles, si tu n'as pas eu de fissures dans ta vie, je ne crois pas que tu puisses vraiment avoir ce moteur. Et ces failles te rattrapent toujours, à un moment donné ou à un autre, elles te rattrapent toujours et elles te donnent toujours une image de toi pas tout à fait aboutie, pas tout à fait l'image que tu voudrais. Donc, ça n'empêche pas que tu arrives à vivre avec toi-même très bien, mais tu n'as pas de... Les gens qui peuvent dire qu'ils sont vraiment amoureux d'eux-mêmes... C'est un réel chemin, je crois. Oui, il faut y aller. Ouais, je pense que c'est un chemin. Moi, le lien que je voyais avec la liberté, mais après tu vas me dire si ça résonne pour toi, c'était vraiment le côté... ça semblait tellement t'animer, et j'ai vraiment vu aussi, quand on a parlé, après t'as animé de tout ce que t'as raconté, mais il y a vraiment un truc, la valeur au-dessus, c'est celle-là, et ça se sentait, je trouvais, dans l'énergie et dans ton non-verbal, que quelque part, pour moi, mais après tu me dis, hein, j'ai l'impression que cette histoire de liberté, c'est presque un ingrédient nécessaire de l'amour de soi, en fait.
que sans cette liberté, bien sûr. parce que j'ai l'impression que sans cette liberté, tu as donné des exemples avec des boulots qui ne te conviennent pas, un client qui te mettrait trop la pression, ou tu sens que c'est toxique pour toi, mais quelque part, j'ai l'impression que oui, la liberté est un baromètre aussi quelque part de l'amour de soi. Oui, mais aussi, comme je te disais tout à l'heure, parce que sans liberté, tu ne peux pas exprimer tes valeurs. Exactement. Et voilà, et Exactement. donc tes valeurs sont en cage s'il n'y a pas cette liberté. Et donc à un moment donné, simplement, on parlait du respect des employés et de la façon de pouvoir les briefer, de pouvoir les rémunérer, de pouvoir les motiver, etc. Si tu n'as pas cette liberté, que tu es dans une entreprise où il y a des décisions, une stratégie, ou je ne sais pas comment on appelle ça, philosophie qui est comme ça, et que toi tu as envie mais que tu ne peux pas, etc., mais ça ne marche pas. Et pareil dans le privé, donc cette liberté, c'est pas la liberté dans le sens je fais ce que je veux, j'en ai rien à foutre, ça. Non, c'est pouvoir faire ce en quoi tu crois, pouvoir faire comme tu sens que c'est bien de faire, que c'est bon de faire. Tu crois pas que c'est une forme d'amour de soi? Ouais, c'est marrant, moi tu le voyais pas comme ça? Après tu peux me dire non. Je vois pas l'amour de soi là-dedans. D'accord. L'important c'est je vois pas l'amour de soi. Non, même s'il est nécessaire. Il est nécessaire lui aussi pour enfin une certaine forme d'amour de soi, pour pouvoir parce que c'est lié à la confiance. Et pourquoi pourquoi quand tu n'es jamais aussi performant pour trouver un autre boulot, c'est que quand tu as un boulot. Parce que si quand tu as un boulot, tu sais que tes arrières sont assurées, tu es en confiance et tu peux facilement aller voir un employeur et tu n'es pas là dans ta tête en disant tu dois avoir le boulot, Non, tu y vas et c'est facile. Pareil pour la relation amoureuse dans le privé. Hein. Tu ne trouves jamais aussi facilement une petite amie ou un petit ami que quand tu as déjà un petit ami ou une petite amie. Pourquoi les hommes généralement ils quittent jamais leur femme quand ils n'en ont pas, hein. Ils la quittent quand ils en ont trouvé une autre. C'est dramatique, c'est pathétique même, mais c'est comme ça. Il y a cette confiance en soi, tu as un socle, c'est plus simple que quand il n'y a pas. Oui, c'est clair. Tu vois autre chose par rapport à l'amour de soi? Par rapport à l'amour de soi, s'il n'y a pas, c'est pas grave. Ouais, mais en fait, la notion d'amour de soi, il y a une notion passive là-dedans c'est pas que j'aime pas, mais qui me gêne un petit peu. L'amour de soi, on a l'impression que c'est un truc qui est là. L'amour de soi. Non, je crois que la vie, je crois que sa vie, c'est une quête perpétuelle, c'est un chemin où on y va. Il n'y a pas énormément de décisions, je dis parfois ça à mes filles, il n'y a pas énormément de décisions importantes dans ta vie. 5 peut-être, c'est un peu comme les autoroutes, mais une fois que tu es dessus, c'est compliqué de faire marche arrière, c'est compliqué, machin. Par contre, ces 5 décisions-là sont importantes, généralement. Et il n'y a personne qui peut te dire c'est lesquelles décisions ou quelle est la bonne décision à prendre. Là, qu'est-ce que tu as pour pouvoir prendre la bonne direction? C'est tes valeurs. Essayer de sentir le truc avec tes tripes et te dire tiens, ça je crois que c'est bien. Ah, quand tu dis 5 décisions, c'est pas dans 5 domaines bien précis, dans ta vie. Ok, pour chaque personne, ok, d'accord. Ta vie, globalement, en tout cas la mienne, c'est pas beaucoup plus que 5 décisions que j'ai prises qui ont été des charnières. Qui ont influé énormément sur l'avenir. Après, tu as les petites nationales, là, où c'est important, c'est des décisions importantes, mais tu peux quand même, à un moment donné, faire demi-tour, etc., même si ça laisse des marques. Et puis, tu as les petites départementales, là, où là, c'est facile de faire demi-tour, c'est pas très important, mais par contre, le charme de la vie, c'est là. C'est là, il faut pouvoir musarder, c'est pas sur l'autoroute. L'autoroute, c'est chiant, on fait un truc tout droit pour aller le plus vite d'un point à l'autre. C'est absolument pas intéressant. Là où c'est intéressant, c'est d'aller dans les bas-côtés, c'est d'aller musarder. Je suis une visuelle, donc je me représente tes autoroutes, tes nationales, tes départementales, je trouve ça absolument génial. C'est là que c'est intéressant, et c'est là que la vie évolue. L'amour de soi, il est peut-être sur l'autoroute, t'es bon, t'es performant, tu vas aller vite, tu sais à quelle heure tu vas arriver, machin. Il n'y a aucun accident là-dessus. Quand il y en a un, c'est dramatique. Il n'y a pas de rencontre, il n'y a pas de créativité, il n'y a rien. C'est là-bas que c'est intéressant. Mais tu as intérêt à avoir pris les bonnes décisions sur le... Oui, sur l'autoroute en fait. Sur l'autoroute. Tu as intérêt à ne pas être planté. Et peut-être que la confiance en soi, ou l'amour de soi, ou la confiance en soi plutôt que l'amour de soi. Ok, on peut le remplacer. La confiance en soi, c'est avoir pris quand même les bonnes décisions là. Wow. Et si tu as ces bonnes décisions-là, ça te permet d'aller chipoter là-bas. J'adore ton image. Ouais, non, c'est une très belle image. Et j'aime bien la notion que tu mets par rapport à l'amour de soi, je trouve ça vachement intéressant. Alors David, j'aime toujours bien terminer mes interviews par la même question, qui serait quel serait ton mot de la fin pour cette interview? Mais le mot de la fin par rapport à tout ce qu'on a dit, moi je trouve que ce qui est important, c'est quand même de toujours garder en tête une certaine humilité, à savoir que de toute façon, tôt ou tard, on sera à poil devant Saint-Pierre là-haut. Exactement. Et que la seule chose qui manque, c'est la date.
On ne le sait pas. Alors, à quoi ça sert d'accumuler Oui. au risque d'aller contre ces valeurs, comme je disais tout à l'heure, si c'est de toute façon, pour de toute façon, tout laisser ici. Donc, à un moment donné, autant partager dans la mesure du possible, Oui. autant respecter, etc., etc., et ne jamais oublier que de toute façon, on est... Tout petit. Ouais. Et oui. Et qu'on fait pipi tous les matins pareil. Tous. Et qu'il n'y en a pas qui font pipi en dehors et d'autres. Oui. Pareil. Super. Mais écoute, moi, mon mot de la fin, parce que j'aime bien aussi donner mon mot de la fin. Moi, ici, avec toi, je réfléchissais, j'en aurais deux. J'aurais le mot valeur, parce que je trouve que c'est vraiment ce qui a traversé toute l'interview et j'ai vraiment l'impression que c'est ce qui te guide. Et tu les as d'ailleurs super bien décliné, toutes tes valeurs au long de l'interview. Et alors là, c'est un peu un clin d'œil, mais parce que j'ai vraiment adoré ton analogie, c'est autoroute, quoi. Ah. Parce que vraiment, enfin voilà, je t'ai dit, je fais une visuelle et vraiment l'image, quand tu parlais, je voyais... T'as compris que j'aime pas beaucoup l'autoroute. Oui, tout Il à est fait. important, mais je l'aime pas beaucoup. Mais c'est la base, ça commence par ça. Je me rappelle des 5 décisions dont tu parlais. Donc voilà, ça serait vraiment le mot, pour le petit clin d'œil, ça serait le mot autoroute, quoi. Chouette. Merci. Mais écoute, David, merci beaucoup. Écoute, avec plaisir. J'espère que tes auditeurs aimeront et que, oui, je pense. Ça fera des petits. Merci.